Une chose que je voulais voir avec vous au niveau de la terminologie, c'est que on peut pas faire des. C'est cette ligne D là, cette ligne qu'on voit ici, c'est la ligne sous-ciliaire. Et il y a parfois des modifications avec la terminologie anglo-saxonne et on se mélange un petit peu les pinceaux. Pour les Français, la ligne A et la ligne B, c'est ce qu'on appelle le cerne creux. Vous savez, il y a le cerne creux, le cerne bleu qui est vasculaire, le cerne pigmenté. Le cerne creux, pour nous, c'est A plus B. Alors que pour les anglo-saxons, A, c'est le tear trough, et B, c'est le palpebro-jugal groove. Donc il y a une petite différence, et parfois, quand on lit les articles, on ne parle pas de la même chose. Et le C, pour nous, la ligne C, c'est la vallée des larmes, alors que pour les anglo-saxons, c'est le mediojugal groove. Et entre le C et le B, donc, il y a la poche malaire. Mais là, cette fois-ci, les anglo-saxons, ils sont plus précis. Et pour la poche malaire, pour eux, il y a deux mots. Il y a de malar fat pad et de festoons. Donc, on va voir quelle est la différence entre les deux. Je ne vais pas vous refaire l'anatomie parce que ça prendrait beaucoup de temps, surtout qu'on m'a réduit un petit peu le temps de parole. Mais ce qu'il faut retenir au niveau des connaissances vraiment importantes que peut-être vous n'avez pas, c'est qu'au niveau de la peau de la paupière, elle ne réagit pas pareil en fonction de l'endroit où elle est, au niveau de la paupière elle-même et de la région malaire. Ce n'est pas exactement la même peau et sur le plan du drainage lymphatique, on n'a pas exactement la même conséquence. La deuxième chose qui est très importante, c'est cette notion de resting tone, comment dirais-je, de tone de repos des muscles. Il y a des fibres musculaires dont le resting tone augmente avec l'âge et donc elles sont particulièrement au niveau du cerne et c'est ce qui chasse la graisse vers le haut et vers le bas et qui fait qu'on a un cerne creux. Donc ça, c'est quelque chose de très important à connaître. Et la deuxième chose qu'on ne connaît pas bien, c'est que l'anatomie de la graisse malaire, eh bien, en fait, elle est décomposée dans deux couches. Il y a une couche profonde qui ne bouge pas beaucoup avec l'âge, qui est adhérente au périoste, et une couche superficielle qui est victime de ce problème de drainage lymphatique qui est à l'origine donc de la poche malaire. La poche malaire, retenez ça, c'est un problème de drainage lymphatique. Donc vous avez donc, la poche malaire proprement dite, celle dont on parle toujours, qui est le fait que la lymphe ne s'écoule pas bien, et ça va induire un traitement médical qui est à faire en première intention. Ça, il faudra vraiment se le marteler. Je vous le dis déjà tout de suite, le traitement de première intention de la poche malaire, c'est la hyaluronidase, parce que ça va desserrer les tissus et ça va améliorer donc, le drainage lymphatique. La hyaluronidase, au début, elle n'a pas été inventée pour détruire de l'acide hyaluronique dans les cas de complications. Elle a été utilisée en ophtalmologie pour améliorer la pénétrance de la lidocaïne. La deuxième chose, c'est qu'à partir d'un certain moment, cette poche malaire, elle va se transformer en festoons. Et c'est là qu'il y a un deuxième mot, et je vous montrerai des photos. Et là, on arrive à un stade qui est vraiment irréversible, où on a carrément eu une expansion cutanée de la peau en excès, qui a perdu son élasticité. Et ça, on le trouve surtout chez les grands fumeurs qui ont des problèmes de drainage lymphatique. À un moment donné, c'est irréversible. Et puis après, on peut avoir un œdème périorbitaire, que l'on peut retrouver par exemple dans l'hypothyroïdie. C'est encore un autre cas nosologique. Et puis on a les phénomènes dont on a parlé, de poche palpébrale, qui sont complètement différents. Chirurgicalement, on considère qu'au niveau de la poche palpébrale, il y a trois poches, une médiale en dedans du muscle oblique, une en dehors, et une qui est plus haut, et qui est souvent oubliée par les chirurgiens parce qu'ils pensent qu'elle est dans le prolongement des deux autres poches. Au niveau des traitements qui sont non chirurgicaux, donc on va détailler un petit peu. Il y a les fillers, il faut s'en méfier énormément, c'est très risqué. On peut aggraver en voulant camoufler, noyer une poche malaire dans un filler. Je ne dis pas que ça ne marche pas, moi je l'ai fait, mais on peut aussi se planter, on peut aggraver le phénomène. La deuxième technique, ça va être les techniques de laser. Alors soyons clairs, quand sur une technique, sur un problème, il y a 50 techniques, c'est qu'il n'y en a aucune de bonne. Si on avait une seule de bonne, tout le monde utiliserait la même. Donc c'est toujours suspect quand il y a énormément de techniques pour traiter un problème. Donc les lasers, on peut utiliser de l'herbium YAG, du CO2. Honnêtement, ça ne marche pas très bien sur la poche malaire une fois qu'elle est constituée. Il y a la radiofréquence à l'aiguille. On peut avoir un effet, donc je vous montrerai un cas. Et puis, il y a les solutions topiques. Donc sur les approches qui sont absolument non invasives, c'est-à-dire avec aucun caractère invasif, même pas mini-invasif,
Donc il y a les topiques. Donc ce qu'il faut connaître, c'est la caféine. Les topiques à la caféine, ça peut marcher un petit peu, pas toujours. Au niveau du mode de vie, on conseille les régimes pauvres en sel, etc. Honnêtement, ça ne marche pas très bien. Et les massages, ça marche très peu. Honnêtement, ça marche très peu, alors que ça marche très très bien. Nous, avec le professeur Hersan, on est spécialiste du lipœdème. Alors là, les massages, on peut vous en parler énormément, mais en particulier le drainage lymphatique. Mais sur la face, ça ne marche pas très bien. Après, il y a les techniques mini-invasives, et c'est là que, encore une fois, le traitement de première intention, c'est la hyaluronidase. Donc il faut inonder latéralement la zone, et il peut se passer, donc c'est ce qui est recommandé par les sociétés, y compris marocaines, de chirurgie oculoplastique, c'est la hyaluronidase en première intention. Grosso modo, ça marche, on va dire, 1 fois sur 4. Donc là, on a des résultats qui sont de très longue durée. 1 fois sur 4, ça marche, mais juste quelques mois. Et au bout d'un moment, le patient se lasse et veut d'autres techniques. Et il faut reconnaître que presque 1 fois sur 2, ça ne marche pas vraiment. Et à ce moment-là, on va aller vers d'autres techniques. Alors, cela dit, une technique qui va marcher 1 fois sur 2, et voire vraiment définitivement 1 fois sur 4, ça vaut vraiment le coup de l'essayer. Parce que la hyaluronidase, c'est facile à faire, ce n'est pas grand-chose. Donc, moi, par exemple, je ne reçois des patientes en chirurgie que quand elles ont fait ce traitement de hyaluronidase par un médecin esthétique, voire 2 ou 3 autres techniques, et qu'on aboutit à un échec. Mais la patiente, elle a été prévenue. C'est-à-dire qu'elle a été traitée par un médecin esthétique qui lui a dit « je vais vous traiter, ça peut marcher, si ça ne marche pas, bah, tant pis, ce sera case chirurgie ». Donc le mécanisme d'action de la hyaluronidase, je vous ai expliqué, c'est de desserrer les cellules et de pouvoir ainsi améliorer le drainage lymphatique de la région. Il faut utiliser des aiguilles les plus fines possibles, des 34 gauges, et vraiment inonder la zone. Voilà un résultat qui n'est pas parfait. Donc c'est une patiente, encore une fois, qui a eu 0 acide hyaluronique. Parce qu'on a aussi ce cas-là. On a des patientes qui ont eu de l'acide hyaluronique, qui ont une poche qui a été aggravée par de l'acide hyaluronique. Et donc, du coup, forcément, on va améliorer avec la hyaluronidase. Je vous parlais bien de cas qui ont eu 0 documenté, 0 acide hyaluronique dans leur vie. 0. Et malgré, donc là, c'est un cas. On a un effet qui est réel, mais qui n'est pas parfait, qui est suboptimal. Alors après, il y a la radiofréquence. Celle qui marche, c'est vraiment la radiofréquence à l'aiguille. En fait, ça cuit un petit peu, ça crée une rétraction cutanée. Et c'est vrai qu'on a des effets dans certains cas. Il faut recommencer régulièrement. C'est un traitement qui ne marche pas définitivement. Après, il y a les techniques de blépharoplastie. On va passer à la chirurgie. On peut aussi faire des techniques combinées, médecine et chirurgie. Donc, dans les techniques de chirurgie, il va y avoir les techniques qui sont transconjonctivales. On va en profiter pour traiter différentes choses, donc les poches, les cernes. Et donc, on peut faire des techniques qui sont transconjonctivales. Et on va traiter parallèlement, donc, par d'autres techniques que je vais vous montrer, la poche malaire. On va pouvoir aussi repositionner la graisse, que ce soit par voie conjonctivale, donc dans le cerne. En fait, le cerne, c'est de la graisse qui a été chassée et le muscle colle à l'os au niveau de la margelle orbitaire. Donc, on va replacer de la graisse et améliorer la transition. On va aussi peut-être faire, dans les cas que je vais vous montrer, pour traiter vraiment des poches malaires et des festoons sans abord direct, parce qu'on peut les traiter en faisant une excision directe. Donc on va faire des suspensions de la paupière. Et il y a des techniques de skin tightening qui font appel au plasma. Donc je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc là, c'est un cas qui a été mal traité. C'est un cas personnel que j'ai traité il y a 30 ans. À l'époque, les gens étaient contents avec ce cas-là. Là, vous voyez, les poches sont parties, mais il y a toujours les cernes. Donc aujourd'hui, ça, c'est un traitement qui n'est plus accepté. C'est comme pour la rhinoplastie. Avant, il y a 20 ans, on enlevait une bosse, tout le monde était content. Maintenant, c'est beaucoup plus subtil. Donc là, les paupières, c'est pareil. À l'époque, les patientes étaient contentes. Aujourd'hui, elles ne le seraient pas. Donc le but d'un traitement, là, c'est une paupière asiatique, c'est d'enlever la poche que vous avez là. La poche, elle est transposée de 2 façons différentes. On peut la greffer ou faire un lembeau de poche vers la région malaire. Et après, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de poche malaire. Alors, je voulais vous montrer, je ne vais pas vous choquer, mais je veux juste vous montrer une photo, une vidéo péropératoire de comment se passe la suspension de la poche malaire. Donc, en fait, on prend un lambeau musculaire et on suspend. Et vous voyez, ça suspend même la joue. Donc, ce n'est pas le but. Mais les patients, ils se disent, mais c'est marrant, j'ai eu l'impression d'avoir eu un lifting de la joue.
Et donc, c'est passé à travers la paupière supérieure pour créer des adhérences. Et ensuite, c'est suturé au périoste, et donc toute la région de la poche malaire peut être suspendue. Le risque de faire ça, c'est de se retrouver avec un ectropion. Donc c'est pour ça que le lambeau, il doit être suturé à l'os lui-même, au périoste. Là, vous avez un cas donc, où il n'y a pas vraiment de poche malaire. Mais vous voyez, c'est une poche importante et un cerne qui a été comblé. Par contre, vous voyez, le cerne pigmenté n'a pas été traité. C'est pour ça que j'ai choisi cette photo. Donc tout ce qui est pigment, ça peut se traiter de deux façons, soit avec des antipigments, des crèmes antipigments, soit avec la carboxythérapie, qui est une technique de médecine esthétique. Donc moi, pour cette patiente, après, je la renvoie à un médecin esthétique pour traiter la partie pigmentaire du cerne. Donc le risque, là c'est un patient qui avait ça avant la chirurgie, c'est d'avoir l'ectropion. Et donc pour traiter l'ectropion, on va en même temps faire une cantoplastie, voire une cantopexie, et surtout suturer au périoste. Donc j'en viens aux blépharoplasties pour poche malaire. Donc là vous avez la poche externe, le cerne et la poche malaire. Donc la poche malaire, c'est une poche qui est sous le cerne et qui est encore une fois liée à un problème lymphatique. Donc elle a eu tout le traitement, la hyaluronidase, elle avait eu aussi des HIFU qui sont un petit peu délicats dans cette région parce que vous savez qu'il y a le 5,2 qui est pas loin. Elle avait eu de la radiofréquence à l'aiguille, elle avait eu voilà, et puis malheureusement, c'était l'échec. Donc on a pu la traiter par chirurgie, par la technique que je viens de vous montrer. Encore un autre exemple. Donc là, pour ceux qui ont assisté hier à ma conférence, enfin, ce n'était pas une conférence démonstration, j'ai traité le front par la technique des 3 couches que je vous ai montré en démonstration. Et le front, là, c'est le résultat 1 an après, sans retouche, par la technique sandwich en 3 couches. Donc là, je reviens au thème d'aujourd'hui. La poche malaire, c'est cette grande poche qui est sous le cerne et qui a été traitée par cette technique. Voilà un cas, donc cette fois-ci avec des festoons. Donc ça, c'est un cas de Barbara Hersan. Vous voyez, c'est pas mal comme résultat. Et là, c'est un cas personnel où j'ai retiré 2 cm. Donc là, on est dans des festoons. Et donc là, j'ai retiré 2 cm de peau, donc bien attaché pour avoir ce résultat-là. Donc le risque majeur, c'est pour ça que beaucoup de chirurgiens ne le font pas, c'est de se dire, si j'enlève 2 cm, la paupière va tomber vers le bas. Donc il faut des attaches très solides. Et après, il y a les techniques combinées. Donc c'est les techniques où on va traiter une partie par la chirurgie, donc par voie conjonctivale, sans cicatrice. Donc c'est des techniques très rapides, hein, ça prend une demi-heure. Et on va faire toute la partie superficielle par un plasma. Donc vous avez des plasmas type Plexer, vous connaissez, il y a plein de marques, Plaquespot, etc., point par point. Et il y a un plasma qui marche beaucoup mieux. Donc nous, on en utilise 3. Il y a le Rénuvion. Donc là, vous avez un exemple avec le Rénuvion. Le plasma argon. L'avantage, c'est que c'est un gaz lourd, donc qui dissèque moins les tissus. Et il y en a un autre qu'on n'utilise pas pour cette indication, qui est le Quantum, qui est tout nouveau parce qu'il est sans gaz. Donc le principe, c'est le plasma, vous savez, c'est le 4e état de la matière. Hein. Il y a le solide, le liquide, le gazeux. Le 4e, c'est le plasma. Et donc, c'est de volatiliser la partie superficielle de la peau. Donc l'avantage avec le plasma, c'est qu'on ne peut pas avoir de brûlure profonde. Donc c'est une brûlure qui est très contrôlée. Et vous voyez, donc là, c'est un exemple de graisse. Vous voyez comment ça rétracte les tissus. Donc là, c'est fait avec un Rénuvion. Et on l'utilise souvent donc, pour, vous voyez, après les lipoaspirations, une fois qu'on a enlevé la graisse, pour contracter la peau. Là, ça, c'est un exemple. On croit que c'est un lifting. En fait, c'est une lipoaspiration plus plasma. Et aussi pour les jambes, ça s'utilise fréquemment. Donc pour les paupières, je reviens aux paupières. Donc une fois qu'elle a enlevé les poches de graisse, elle va traiter la poche malaire et tout simplement les ridules de la peau avec le plasma, donc qui va volatiliser les couches superficielles de la peau et permettre une rétraction de toutes ces petites ridules, et y compris de la poche malaire. Si malgré tout, il y a un tout petit peu trop de peau, là, ce qui va être fait, c'est le pinch, c'est-à-dire que juste sous les cils, sans aucun décollement, on va enlever 2 mm de peau, donc ça donne des suites qui sont très très simples, et ensuite c'est brûlé comme ça, et ça donne une rougeur pendant une bonne semaine, à peu près le même temps qu'une blépharoplastie où il y a des ecchymoses. Donc c'est brûlé petit à petit, comme ça, par le plasma. Encore un autre exemple de la même chose. Donc ça, c'est des traitements combinés, plasma, chirurgie. Alors ces traitements, il faut les faire plutôt sur les phototypes 1, 2, 3.
c'est vrai qu'on risque d'avoir des réactions d'hyperpigmentation sur les 3, 4, 5, 6. Donc les protocoles, donc c'est vraiment, on peut traiter tout le visage, on peut traiter aussi le front, tout ça avec ces techniques de plasma. Donc vous avez celle aussi, l'équivalent en médecine esthétique, de point par point de type Plexer. Plexer, c'est une marque, mais il y a d'autres marques. Donc là, maintenant, je vais, pour tenir mon temps, puisque j'ai 20 minutes en tout, montrer quelques résultats avant-après qui ont été traités par cette technique combinée. Voilà encore des résultats. Vous voyez comment, après, donc, toutes les ridules ont bien disparu par ces techniques, donc encore une fois combinées. Voilà encore un autre exemple. Là, c'est un traitement peut-être un tout petit peu suboptimal. Mais voilà, c'est des techniques très très simples, très rapides. Là, donc, la graisse qui a été enlevée par voie conjonctivale. Et là, il reste peut-être encore un petit peu d'excédent de peau, mais vous voyez que ça, quand même, c'est très acceptable. Pour le post-op, rien d'inhabituel, protection solaire, hydratation, éviter donc le rétinol et donc un suivi qui se fait quand même pendant 2 mois. Alors après, je vais juste vous donner une notion qu'on peut traiter les poches malaires de façon indirecte par lifting, c'est-à-dire sans y toucher. Et pour ça, c'est le lifting deep plane. C'est un lifting profond où il n'y a presque pas de décollement de la peau et qui consiste à sectionner 2 ligaments, ligaments zygomatiques et ligaments mandibulaires. Et donc, dans la région de la poche malaire, je vais vous montrer un exemple. Là, c'est pour vous montrer tous les vecteurs de ce lifting où il n'y a pas de décollement cutané, on ne touche pas aux paupières. Et vous voyez, ça peut traiter cette région de la poche malaire ici par traction indirecte. Donc, ce que je dis aux patientes ou aux patients, c'est que ce n'est pas le but, c'est-à-dire de traiter, je ne vais pas vous faire une blépharoplastie, sachez qu'il peut y avoir un petit effet indirect, tant mieux pour vous, et ça peut être intéressant. Donc là, c'était une séquelle d'amaigrissement. C'est un patient qui avait perdu 50 kg, et contrairement à ce qu'on peut imaginer, il n'y a pas de gras ici. C'est que de la chute de glandes salivaires, de musculaires, etc. Donc, pour conclure, c'est très intéressant d'aller toujours à l'échelle thérapeutique, du plus simple au plus compliqué, de travailler main dans la main avec les médecins esthétiques et les chirurgiens, de faire des traitements combinés et de revenir toujours aux bases anatomiques et à la compréhension physiopathologique de ce qu'est une poche malaire. Donc, moyennant quoi, vous n'aurez pas des satisfactions, malheureusement, parce que c'est un problème très difficile de 100%, mais vous pourrez vous en approcher. Si vous voulez me suivre dans mes communautés, eh bien, vous êtes les bienvenus. Et tout à l'heure, je passerai pour vous donner des flyers du congrès de M.